Saint-Quay-Portrieux, c'est une ville du département des Côtes-d'Armor située dans la région Bretagne. C'est aussi le port d'attache de passionnés de chasse sous-marine dont je fais partie. Nous vous invitons dans ce film à nous suivre lors de nos sorties en mer. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à pratiquer cette activité. Alors tout d'abord, j'ai réellement débuté les chasses sous-marines en 1999, après avoir enseigné la plongée sous-marine en bouteille. Je me suis lancé dans ce sport parce que je passais mon temps dans l'eau depuis tout petit, et puis j'ai rencontré des chasseurs qui m'ont donné le virus en emmenant avec eux. Ils m'ont donné les bases, les conseils pour éviter les grosses erreurs, et maintenant je modifie mes façons de faire au fil des sorties, en faisant mes propres expériences. Nous chassons quasiment exclusivement en dérive dans de forts courants, 2 à l'eau et 1 qui pilote le bateau. Mon plaisir en chasse sous-marine passe avant tout par un sentiment permanent de sécurité. Il ne faut pas faire n'importe quoi si on veut un jour être un vieux chasseur. J'ai initié de nombreux copains à cette activité, mais je sors de moins en moins avec des débutants pour des raisons de sécurité, eu égard à la profondeur des sites que nous pratiquons, aussi à l'expérience indispensable qu'il faut avoir quand vient votre tour d'assurer le pilotage sur le bateau. Par contre, nous aimons rencontrer des chasseurs expérimentés pour être confrontés à d'autres techniques, voir d'autres poissons sur des nouveaux sites, tels les épaves de Seine-Maritime ou les plateaux de Loire-Atlantique. Le plus important étant bien sûr de se faire plaisir en passant une bonne journée. Donc je conseille aux chasseurs de ne pas rester seuls dans leur coin, mais au contraire de procéder à des échanges avec d'autres chasseurs, en n'oubliant pas bien sûr de participer pour chaque sortie en bateau aux frais de carburant. Nous partons en général pour la journée, à partir de 7h le matin jusqu'à 22h le soir. Je sors toute l'année en fonction des conditions météo. L'année dernière, je fais 21 sorties arbalète et une quinzaine de sorties cueillettes, coquilles Saint-Jacques ou homard. Et cette année, je suis également à peu près dans les mêmes chiffres, avec un séjour au Cap-Vert en plus. Alors je ne suis pas un chasseur solitaire, j'aime partager mes émotions dans ce sport et j'éprouve beaucoup de plaisir en pratiquant la pêche sous-marine à 3 en dérive. Avril 2008, première sortie avec l'arbalète de l'année. Nous nous rendons à 3 bateaux dans le Morbihan, terrain de pêche que nous connaissons peu et que nous allons tenter d'apprivoiser. Après lecture des cartes marines, nous avons repéré des zones qui nous paraissent propices à l'exercice de notre sport favori. Et nous allons maintenant plonger pour découvrir les merveilles sous-marines de ce département. Bon, là, ça va être censuré. On a quand même de la chance qu'il se soit arrêté de neiger juste il y a 5 minutes. Bon, moi, je vais prendre le son. Concentration extrême pour une chasse extrême. Premier constat, l'eau est très sale et la houle bien présente. Mais rien ne peut atteindre notre morale à toute épreuve. Nous changeons plusieurs fois de site pour trouver les poissons de l'espèce que nous voulons prélever, en l'occurrence du bar, poisson préféré du chasseur sous-marin. Afin de capturer ce poisson, à la fois farouche et curieux, nous utilisons dans cette eau sale principalement la technique de l'agachon. Tout d'abord, nous effectuons une descente avec des gestes les plus calmes possibles. Ensuite, nous nous positionnons dans le sens du courant. Inutile de faire des bruits de gorge ou autre, le bar vous a entendu depuis longtemps lors de votre descente, malgré tous vos efforts de discrétion. Du bruit supplémentaire n'y aura plus souvent à son approche que le contraire. Votre immobilité intriguera le bar qui viendra voir inévitablement ce qui se passe en remontant le courant. Sur les images, cela peut paraître simple, mais il faut quand même de l'expérience pour prendre ce poisson régulièrement. Nous nous concentrons la plupart du temps sur cette espèce pour laquelle nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. En effet, son comportement, les lieux et conditions dans lesquels on peut le trouver peuvent être très diverses et il nous étonne à chaque rencontre. On peut être catégorique lorsque l'on parle de la façon de pêcher ce poisson, et c'est ce qui fait tout son intérêt.
Alors Yvan, tes émotions, j'allais dire, tes impressions sur la journée. Une grosse fatigue. Après avoir tiré nos premiers poissons de l'année, nous rentrons avec quelques bars et sards qui feront le bonheur de nos papilles. Nous aurons pu observer également lors de cette journée de nombreuses vieilles, mulets et autres poissons que nous avons pris l'habitude de laisser tranquilles du fait du manque de difficulté à les capturer. Alors départ pour une journée de chasse. Pour l'instant un beau soleil. Allez, parti. Ah ouais, mais c'est d'abord. Ah ouais, sur 25. 25. Nous voilà de retour en Côte d'Armor pour 4 jours de chasse sous-marine. La dernière fois, c'est moi qui chahutais, bref. Oh, Paul, c'est bon là. Ça sent pas le bar. Ça sent pas le bar. Rappelons que le coefficient est de 68, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Ah. Coefficient de 68. Ça explique beaucoup de choses. Putain, il déconne mon sondeur, il y a 23. Il y a 22 là. Ouais. Non, il y a marqué 23 sur ton sondeur. Il y a 22. Ouais. Ça tout à l'heure. On aurait même pas fait, mais c'est 22. T'as vu le courant, il nous sort. Le courant il sort complètement. Ah ouais, c'est pas bon. On est trop dans. On va poser sur 23 encore. Hein.
À vouloir tirer le plus gros d'un banc, on remonte souvent à la surface sans poisson. Mais qu'importe, le jeu en vaut la chandelle le jour où vous remonterez avec un poisson hors du commun. Cette deuxième journée débute avec la rencontre assez rare d'un phoque qui se repose sur les rochers. C'est aussi ce genre d'événements qui rendent les sorties de pêche sous-marine si passionnantes. La journée est encore passée trop vite, il est temps de rentrer. À bord, on vide les poissons et on commente la journée. Un chasseur doit savoir tout attraper. Alors Pierre a pas fait beaucoup de poissons, mais il a réussi à choper le goéland quand même. À la main, s'il vous plaît. Allez hop. Youhou. Elle peut pas revenir. Donc c'est une araignée qui est en train de muer. Et il lui reste la deuxième carapace sur le dessus qui n'est pas encore partie. Assez étonnant à voir. Voilà, une trouvaille de GG. Bon, attends, je vais mettre ta petite trogne quand même en premier plan. Oh la vache, non, ça gâche tout. Allez, retour au ponton. Après une petite journée sympathique. Avec un peu de chance, Pierre va pas rentrer le bateau dans le ponton. Sous l'eau, un banc de lançon laisse souvent présager de la présence de prédateurs tels les lieux ou les bars. Lorsque l'eau est claire et que l'endroit est propice à la rencontre de grands bancs de bar, je descends très lentement en planant. Une fois que les bars vous ont détecté,
Il faut essayer de les tirer du dessus, ce qui je l'avoue est assez difficile avec la caméra dans le courant. Souvent, si vous procédez directement à un agochon au fond, vous verrez le banc, mais une seule fois, alors qu'en planant entre deux eaux, vous aurez peut-être la chance de maintenir le banc sous vos palmes. Si aucun banc n'est venu lors de votre descente en feuilles mortes, et que vous la prolongez par un agachon au fond, vous constaterez tout de même qu'un poisson solitaire ou qu'un petit groupe viendra beaucoup plus rapidement à votre rencontre que dans le cas d'une descente rapide, qui fait souvent fuir le poisson définitivement. Je pense que la nonchalance des gestes est une des grandes clés du succès en pêche sous-marine. La bouée de balisage, indispensable pour repérer les têtes de roche lors des dérives dans le courant, est parfois difficile à récupérer lorsque le plomb est accroché au fond et que le courant coule la bouée. Certaines ne referont jamais surface. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, ce sont des malades. Maintenant on le sait. On va se marrer pour relever tout ça en plus. Allez capitaine, on t'attend.
Retour dans le Morbihan pour un nouvel essai. L'eau y est de nouveau sale, et la houle toujours aussi présente. Qu'importe, il nous en faudrait plus pour nous gâcher la sortie. Ridicule, une honte. Bravo Martial. Belle prise. Belle prise. Ça rajoute un peu ce qui a été pris, quoi. Ah bah c'est bien. Belle journée. Elles sont jolies, les filles de mon pays. Ouais, c'est gentil. Autre département, autre paysage sous-marin. Nous sommes maintenant en Loire-Atlantique. Pour notre première et unique journée dans ces eaux, nous avons des conditions assez dures du fait du manque de clarté. Il y a peu de courant dans cette région, mais la houle de fond peut faire fuir le bar. Nous ne baissons pas les bras et parvenons à prélever plusieurs poissons dans les quelques endroits où la visibilité est meilleure.
le béton. Il est plus petit que l'autre, non? Hein? Oui. Nous voilà maintenant en Seine-Maritime. Nous nous apprêtons à chasser sur les épaves du débarquement qui reposent au large des côtes normandes. Les plus belles images de ce week-end ont malheureusement été détruites accidentellement, mais nous avons quand même essayé de vous livrer un aperçu de ce type de pêche particulièrement spectaculaire. Il faut de préférence choisir un coefficient de marée faible pour espérer pêcher une bonne heure sur l'épave. Avant cela, nous nous échauffons au bord en pratiquant la pêche à trous dans peu d'eau. Entre deux blocs, il n'y a pas immobile, juste des petites signales et En Normandie, il y a souvent peu de visibilité. Les bonnes épaves sont la plupart du temps profondes et le courant y est très fort. Il est impératif que chaque chasseur connaisse bien ses limites et ne soit pas tenté de les dépasser en voyant un autre remonter un beau poisson. La précision du tir est importante, on doit sécher le poisson pour qu'il ne se coince pas dans l'épave et vous fasse risquer. c'est le paradis, hein. Quelle belle journée, hein, n'est-ce pas, les amis? Enfin du soleil. Mais au début, là, j'étais sur du rocher, mais lisse, avec des... Le lendemain, même principe, nous nous échauffons en pêchant un trou avant de chasser sur une épave. Nous changeons juste notre zone de pêche de quelques milles guidés par les habitués du coin.
découverte d'une épave poissonneuse. Ensuite, il faut être la plupart du temps capable de chasser entre 20 et 24 mètres. Lorsque ces deux paramètres sont résolus, il faut savoir que lorsque vous voyez du bar à un endroit de l'épave, vous êtes à peu près sûr d'en retrouver la prochaine fois au même endroit, et c'est surtout ça qu'il faut retenir, pour ne pas perdre de temps à chaque fois à visiter toute l'épave, au risque que le courant se lève et que vous ayez à remonter à bord sans avoir eu le temps de faire un poisson. Ah, parce que c'est pas ceux qui les partent qui les ont tirés, ça c'est clair. Hein. C'est toujours celui qui filme. Hein. Voilà, faut que tu attrapes la charnière, tu vas pas te passer par ton charnière, dis donc. Faut que tu attrapes la charnière. Ouais. Attends, tu vas pas te passer par-dessus. Voilà. Bon allez, maintenant les gars au boulot, hein, c'est pas le tout, mais si on vous en emmenez, c'est pas pour rien. Hein. Oh, on dirait presque un sard, il est rayé ton bar. Oh le bruit. T'entends ce bruit de galère? Ça roule. Au-dessous, tu l'entends aussi. Ouais, ouais. Ah, il y a des mouches qui sortent du bar. Il y a des gobés des mouches. Ah bah regarde qui sort. Regarde qui sort. Regarde qui sort du bar. Regarde qui sort du bar. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'arrive pas à le choper. C'est un taco. Un taco, je crois. Taco? Ouais. Attends, opération. Oh, il est en train de s'étouffer. C'est pour ça que t'as réussi à l'avoir. Il était mort son bar. Il était mort étouffé. Il est en train de s'étouffer. Regarde la langue. Il tire la langue. Oh là là. Allez, attends, il faut lever le coco. Ventile-le. Laisse-le se ventiler avant. Et perçu la vessie natatoire qui puisse redescendre. Allez, il est sauvé. Enfilage combi sous la pluie. Nous voilà de retour en Côte d'Armor pour les 4 dernières sorties de l'année 2008. J'ai vu un lieu passer, mais il a fait que passer, j'étais à la cachot, et il a fait comme ça, et je tape sur la il y avait tout ça, mais c'était en fond. Et je crois que c'était sombre à côté, je crois que c'était une roche pas loin. Et sombre dans le fond. C'est pas bien bas. Bas, tiens, bas. Alors, Parce que tu vois le flingue, il n'y a plus qu'à y aller. L'utilisation de gros sandeaux de 20 mm de diamètre comme ici nuit considérablement à la précision du tir. J'utilise dans 95% des cas des sandeaux de diamètre 16, chargés au premier cran, et cela ne m'empêche pas de flécher des barres en limite de fil.
Ah, Ça me flèche. ah, tu les as bien tirés. Hein. Ouais, super. Joli. Droite. Allez, action. Lorsque l'on descend à 2 chasseurs en même temps, il est difficile de remonter 2 poissons. En effet, comme ici, le banc s'affole après le premier tir, ce qui complique la tâche du deuxième chasseur. C'est pourquoi il vaut mieux jeter un coup d'œil à son coéquipier et descendre lorsqu'il est en surface. Le courant en Côte d'Armor est tel qu'il soulève le sable. Il faut bien se cramponner aux algues pour ne pas être emporté. Dans ces conditions, il est très difficile de déplacer l'arbalète lorsque le poisson ne se trouve pas dans votre axe de tir, surtout quand la caméra offre une résistance supplémentaire. Ce tir chirurgical sur un rouget tient beaucoup de la chance.
la courant qu'il y a là. Ah mais c'est là qu'ils sont hein. Ouais, il y a un super coup. C'est là des masses. Ah, je vais tirer à côté bien sûr. Il y a tellement de courant que faut les tirer. Gal. On va pas chercher à faire les coups. Hein. Normalement mon GPS fonctionne là, c'est bon, je faisais en tête. Ça va peler un peu là. Bah là il fait 9 degrés et l'eau est à 11 degrés. Soirée découverte, journée découverte à Martin. Superbe. Super. Pas précis, Michel. C'est où? Au profondimètre. Sunto. Merde mon fusil. Dis Michel. Les entrées d'eau. C'est l'expérience qui fait ça, c'est tout hein. Filet d'eau dans le dos.
Quelle belle journée. Du poisson, du soleil, de l'eau à 10 degrés. Et des nanas. Bravo.
Voilà venue notre dernière sortie avant plusieurs mois d'abstinence. Chaque année, nous arrêtons à la même date, car nous estimons que l'eau froide est source de trop grands risques lorsque les poissons se tiennent sur une vingtaine de mètres de fond. Pour notre dernière sortie, nous avons choisi un site que nous connaissons bien, grâce à plusieurs années de prospection. Nous y rencontrons fréquemment des bancs de bar du mois d'avril au mois de novembre. Ainsi, sur les 10 heures que durera cette partie de pêche, nous aurons la chance de nager au milieu des bars une bonne vingtaine de fois, répartis tout au long de la journée et en différents endroits. Notre organisation, bien rodée, est toujours la même. Un des 3 chasseurs pilote le bateau et dépose les 2 autres dans le courant, en amont des zones rocheuses, sur des fonds d'environ 25 mètres. Nous effectuerons ainsi une trentaine de dérives par sortie, en changeant de pilote à chaque fois. Le rôle du pilote est alors important, et il ne doit surtout pas se laisser distraire en téléphonant ou en pêchant à la ligne par exemple. Il est vite fait de perdre de vue les chasseurs à l'eau étant donné la force du courant et la hauteur que peuvent parfois atteindre les vagues en cas de vent fort. Les chasseurs s'immergent en planant tranquillement dans le courant, de préférence lors des coefficients de marée supérieurs à 75. C'est en effet à ce moment-là que l'on a le plus de chances de rencontrer les bancs de bar. Lorsque l'on se laisse planer en descendant très lentement, les bars ont le temps de vous repérer et viennent à votre rencontre. Les plus petits en premier la plupart du temps. On peut alors prolonger l'apnée par un agachon au fond pour espérer faire venir les plus gros. Cette technique en 2 temps nécessite des apnées assez longues et une décontraction parfaite pour que la curiosité des bars l'emporte sur la peur. Dans une eau à 10 ou 11 degrés, j'utilise une combinaison de 8,5 mm. En effet, ces longues apnées sans mouvement peuvent rapidement vous donner froid. La contrepartie de cette forte épaisseur réside dans un plombage important. Il faut en effet pouvoir se laisser couler sans trop de mouvement. Un problème apparaît ainsi lors des remontées sur des fonds dépassant les 20 mètres. Les palmes carbone deviennent alors une aide très précieuse.
là. Belle pêche. Non? Certaines fois, on choisit de tirer lors de la descente. Il faut dans ce cas beaucoup de décontraction et de précision pour réussir à flécher un bar du dessus. Le courant devient alors un véritable calvaire, surtout quand il prend dans la caméra. Une déviation d'1 centimètre de la flèche au départ, et vous la verrez passer à côté de votre bar 2 mètres plus bas, en n'en croyant pas vos yeux. Le froid diminue la durée de vos apnées, c'est pourquoi il faut systématiquement revêtir un ciré à chaque remontée en bateau. Cela peut paraître un détail, mais c'est la différence qui vous permettra de rester efficace toute la sortie. À la vue de ces images, on peut penser que tout cela est facile, mais il faut déjà des années de recherche pour trouver les zones de passage des bancs de bar, sans compter les difficultés liées à la profondeur, à la température et à la couleur de l'eau, au courant violent, à l'épaisseur des combinaisons et au plombage important qu'elles requièrent. Ces images sont loin de faire partie du quotidien des chasseurs bretons. La chasse sous-marine est la méthode la plus écologique pour l'homme de se fournir en poissons. En effet, les bars prélevés lors de cette journée seront tous mangés. Et nous éviterons de nous approvisionner en poissons pêchés au filet, cette technique causant par la même occasion la mort inutile d'autres poissons, rejetés morts par-dessus bord car trop petits, abîmés ou non recherchés. Ces rejets, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, se chiffrent à 40 millions de tonnes dans le monde, contre 90 millions de tonnes gardées. Une pratique complètement aberrante, mais qui ne semble pas être sur le point de s'arrêter. Ainsi, saviez-vous qu'un filet de 500 mètres de large, traîné pendant 1 heure à la vitesse d'1 mètre par seconde, détruit une surface correspondant à 180 terrains de foot, et peut traiter jusqu'à 7500 tonnes de poissons par an. L'aquaculture n'est quant à elle pas en reste, puisque les élevages provoquent des pollutions de l'eau par les déchets des poissons, la prolifération d'algues, les restes de produits chimiques, vétérinaires et colorants, qui concourent à la destruction des zones côtières. Et le comble de l'histoire, c'est qu'il faut pêcher en mer pour alimenter ces poissons d'élevage, donc utiliser du pétrole et détruire encore davantage les fonds, chose que ne font pas les poissons lorsqu'ils se nourrissent seuls à l'état sauvage. Après avoir réalisé une très bonne pêche de bar pour cette dernière sortie avant plusieurs mois, je ne descends plus que pour admirer le spectacle, satisfait d'avoir prélevé de quoi faire quelques bons repas pendant la période de repos à venir. Lors de mes 23 sorties de pêche sous-marine en 2008, j'aurais ramené un peu moins d'une centaine de bars, soit de quoi nourrir une famille de 4 personnes à l'année, et invité de temps en temps mes amis à partager un bon repas
en toute convivialité, ce qui est à mes yeux le plus important dans la chasse sous-marine. Dans le contexte actuel, on ne peut qu'admirer le comportement des pêcheurs de bar professionnels à la ligne qui tentent, à leur niveau, d'apporter des solutions, par exemple en appliquant un repos biologique du 1er février au 15 mars, lorsque les bars se regroupent pour frayer, tandis que des fileyeurs s'en donnent à cœur joie en remplissant leurs cales de tonnes de bars lors de ces regroupements. Je pense pour ma part qu'un arrêt de la pêche du bar sous quelque forme que ce soit, du 1er décembre au 31 mars serait plus adapté, et je comprends bien entendu les conséquences économiques que cela engendrerait. La solution n'est pas simple, mais il va de toute façon falloir que les choses changent si on ne veut pas continuer à voir la mer se dépeupler inexorablement. Hop là. Activé. Notre dernière journée de chasse de l'année s'achève. Nous sommes fatigués, mais heureux. Nous garderons à l'esprit les images de cette sortie en attendant le retour du printemps qui annoncera la reprise de notre passion, la chasse sous-marine. Tout s'était pourtant bien passé dans le plus merveilleux des songes.
naturellement corps allongé, charmant prince au royaume des anges. J'écoutais le gazouillis joyeux des oisillons sur mon balcon. Après tout, quoi de plus délicieux que le néant sous l'édredon? Mais le salaud se mit à gueuler comme un bourrin frappe à sa cloche. Ben oui, j'aurais dû m'en douter, dormir avec un manche de pioche. Alors j'en devins capricieux, je me glisse un petit peu plus profond dans la couette et les cieux, attendant que la vie me suce. Édulcoré, bucolique, décapité, l'onirique. J'attends bien sûr qu'il soit trop tard pour émerger, stress écœuré. Bordel de merde, vivement ce soir. Fichu putain, je veux pas y aller. Délire atroce de la cité, ferveur absurde et raté piste. Trop super rapide à arpenter les couloirs qui puent la piste. Édulcoré, bucolique, décapité, l'onirique. Reste à serrer 28 paluches, avaler 7 ou 8 cafés, passer les heures à faire l'autruche, cacher, faire semblant de travailler. Et tout le monde est bien content, surtout pas le moindre souci. Gaspiller sa vie à plein temps, c'est banal, normal, c'est ainsi. Édulcoré, bucolique, décapité, l'onirique. Suffirait de passer l'éponge, de faire mousser la sympathie avant que les yeux